cette vidéo-là, mais dans d'autres photos, bras ouverts, cage thoracique énorme. Bon, c'est un peu le physique old school là aussi, hein. On est dans l'ère old school, mais tu avais ce physique-là parce que tu devais aussi t'entraîner. C'est les questions que je te poserai juste après pour que tu ne perdes pas le fil de cette manière-là. Oui. Donc en 86, je ne connais pas encore Bernard Lambert, mais je me retrouve au championnat d'Europe avec Francis Bempato, et je sais que Francis a un coach dont on parle pas mal, qui est Bernard Lambert. Donc il va me donner ses coordonnées, et je vais, l'année, en rentrant de ces championnats d'Europe, contacter Bernard Lambert. Et là, une grande aventure commence, parce que Bernard va me prendre sous sa coupe, et on va devenir les meilleurs amis du monde. Vraiment, c'est toujours resté mon ami, d'ailleurs, depuis. Voilà. Donc, et Bernard, en effet, c'est marrant parce que j'avais déjà des connaissances qui étaient à l'époque, parce qu'on n'avait pas tous les moyens que nous avions à l'époque, mais il m'a fait redécouvrir, on va dire, le bodybuilding, avec un côté, comment dirais-je, plus sain, tu vois ce que je veux dire, parce que il avait une philosophie qui était pour moi extraordinaire. Rentrons dans le vif du sujet. J'aimerais te poser deux questions. Moi, j'aimerais que tu nous parles toujours de Lambert, hein, mais puisqu'il t'a orienté dans une voie, est-ce que c'était une voie ou les deux, de style d'entraînement, de méthode d'entraînement, de matériel, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, et aussi de façon de franchir certaines limites quand on veut être compétiteur de haut niveau, ou justement d'être en dessous de ces limites-là et prendre soin aussi de sa santé. Puisque, tu le dis tout le temps, on fait d'abord ce sport pour être en santé. Même si c'est antithétique pour ceux qui nous écoutent, pour le haut niveau. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'en 86, j'ai à l'époque 25 ans, je crois, je suis un des plus jeunes champions de France poids lourd. Et comme je le dis toujours, entre 20 et 30, 40 ans, on sera immortel. Donc, je n'avais pas la même vision. Mon but, c'était de gagner des compétitions. Hein, donc, en ce qui concerne la dangerosité du sport, et on connaît les produits, entre autres, c'était pas encore, si tu veux, quelque chose qui me... J'en avais peur, mais je pouvais peut-être franchir le cap de faire plus encore. Mais Bernard Lambert est arrivé et il a mis un haut là, et lui a bien compris que en s'entraînant d'une manière différente et en préservant sa santé, et ça c'était vraiment extraordinaire, alors, sur tous les niveaux, l'entraînement, le mental et les suppléments, on pouvait avoir des résultats qui étaient formidables. Voilà, et j'ai toujours après suivi cette voie. Alors ça c'est un message que je voulais entendre et que je voulais surtout partager grâce à toi aujourd'hui, donc je t'en remercie. Parce que quand on a fait le podcast avec Mousse El Bakouchi, j'en ai entendu un autre récemment de Monsieur Grondin. En fait, c'est le show du pro sur YouTube, je sais pas si tu connais. Il descend en flèche les culturistes qui se dopent de manière vraiment exagérée. Puisqu'on sait que si tu veux faire des compétitions, malheureusement, aujourd'hui, tu peux pas faire autrement. Mais il parle donc de muscles, on l'a dit l'autre jour au téléphone, tu sais qu'on dirait des blocs en fait, surtout avec la prise d'insuline. C'était des choses qu'on n'avait pas à ton époque. Et moi, quand je regarde les photos en tant que... Je suis graphiste de métier, j'ai mon agence de communication, c'est moi qui fais tout le magazine, bien évidemment, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, je m'attarde aux moindres détails et je regarde les physiques de ton époque. Je regarde les physiques de ceux qui t'ont précédé et de ceux qui t'ont surtout... ceux qui ont été dans la foulée, des physiques de plus en plus imposants. Et on a perdu, au fur et à mesure, tu vas enchaîner sur ça, mais un détaché, des détails musculaires, une certaine dureté au détriment d'un volume, d'une masse. Pour moi, qui atteint le no-limit aujourd'hui et qui me fait peur, en fait. Oui, c'est une certitude. C'est comme tu dis, voilà, on a l'impression d'avoir des blocs. Il faut savoir quand même qu'il y a des différences telles de poids, par exemple, qui sont carrément gigantesques. Quand tu penses que Serge Duvray... quand il était à Pretoria, il devait faire 92 kilos pour 1m80. Maintenant, un athlète qui fait Olympia lui met 20-25 kilos, voire 30 kilos dans la vue. Oui, quand c'est pas plus. Puisqu'il y a des 125, des 130 kilos maintenant, c'est affolant. Et comme disait Mousse El Bakouchi, donc lui aussi, coucou si tu regardes ce podcast, j'en suis sûr, il disait, on va avoir quoi maintenant? Des athlètes de 300 pounds, 400 pounds ou plus. Et il rajoute des chevaux, des taureaux, des bœufs. Il a pas tort. Où est ce que j'incruste là en photo? Les Zane, les Makawig dont tu parlais,
les Labrada par la suite, parce qu'il y a eu de très beaux athlètes, même dans les années qui ont suivi l'arrêt des compétitions pour toi. Il y avait encore ce regard qui pouvait attirer le commun des mortels sans l'effrayer, en fait. Aujourd'hui, Ouais. je prends des gens dans la rue, je montre des photos des anciens culturistes, des nouveaux. Exactement. J'ai même pas besoin de dire la suite, hein, les gens auront compris. C'est ce que je dis toujours. Si tu montres à une personne lambda une photo de Bob Paris, je crois qu'il y a peu de chances pour qu'on dise « Ah, c'est pas beau ». Il y en aura Exactement. forcément dans le sens vont apprécier, voilà, ou même de Serge Livret. Ce qui ne sera pas le cas, évidemment, avec les athlètes actuels. Tu sais, je vais reprendre une phrase que dit Bernard Lambert, on ne pratique plus le même sport, tout simplement. Voilà. Oui, c'est très bien résumé. Voilà, on ne pratique plus le même sport. D'ailleurs, moi, j'ai un désintérêt maintenant pour tous les athlètes actuels, je vais être franc, je ne sais pas trop, je connais les noms, mais voilà, si j'avais 15 ans maintenant, je ne suis pas sûr que j'aurais envie de pratiquer, si je découvrais un magazine comme c'était à l'époque, de pratiquer le bodybuilding. Je ne suis pas certain. Et voilà. Tu enchaînes sur la question que je voulais poser un petit peu plus tard, mais c'est très bien qu'on l'aborde maintenant. On reviendra après au old school et ce qui a plus vraiment été méthode d'entraînement et surtout ce qui te permet aujourd'hui d'être en forme à 56 ans. Les dérives actuelles, tu les mets sur le compte de quoi? De l'argent, des promoteurs donc qui veulent toujours plus de spectateurs, donc plus pour les attirer il faut du freak, comme ils disent les Américains, de l'énorme en fait, ou tout simplement parce que on est un peu comme les pilotes de Formule 1 qui veulent toujours aller un peu plus vite, un peu plus loin, ou les motards, ou tous les autres sports où on veut toujours dépasser nos limites. Est-ce que c'était quelque chose d'incontournable au culturisme aussi? Peut-être aussi. Je crois que c'est un peu un mélange de tout ce que tu as résumé. En effet, tu sais, l'œil s'habitue à tout. On s'habitue à tout et on s'habitue à toujours plus, curieusement. Plus on en met, plus. Et c'est dans tout, c'est pareil. La moto, si demain on prend une moto qui va à 400 km/h, on va l'acheter. Il y aura des gens pour l'acheter, même si on ne peut pas s'en servir. Je m'excuse, et je pense qu'ils nous excuseront. Il y a quelques bruits, des fois, de grésillements qui résonnent. Donc, désolé pour ceux qui mettent les écouteurs. Je sais que beaucoup nous écoutent tranquillement. Profitez de la vidéo hein, également, parce que je ferai un maximum d'incrustations pour illustrer tes propos, parce que, je le répétais en début d'entretien, il y a tellement de choses à dire sur toi. Donc oui, en effet, on va dans l'extrême. Et je pense qu'aujourd'hui, notre podcast, il faut qu'il serve aussi à ça. Ta parole, ton physique ancien, de quelques années, et ton physique actuel de jeune homme, j'allais dire, que tu postes régulièrement sur les réseaux sociaux, ben, moi, ça me motive déjà parce moi j'ai 46 ans, on a 10 ans d'écart. Malgré mon quotidien qui est difficile, j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre, donc comme il faut, hein, ma passion pleinement, mais je profite à mort de mes jumeaux. Mais je me dis, si dans 10 ans, je peux être pareil qu'aujourd'hui, voire mieux, puisque c'est toujours ton objectif, et encore mieux en quelques années, bien sûr en adaptant la diète, je te poserai la question vers la fin du podcast, comment tu adaptes tout ceci à l'âge aussi. Eh bien, écoute, je me dis, ce sport-là, c'est le remède anti-âge, hein, comme tu le dis toi aussi souvent hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Mais complètement, c'est sûr que c'est... Alors, pour en revenir justement, parce que c'est la différence entre les athlètes, parce qu'il y a un lien, ce que je veux te dire, les années 70-80, c'est que la plupart continuaient de s'entraîner. Pour une raison, parce que c'était une philosophie pour eux. C'était un moyen de gagner de l'argent, mais on en gagnait très peu. Mais voilà, les athlètes actuels, ils vont pratiquer ça pendant 10 ans en compétition et vont arrêter. Pour la plupart, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas continuer à se à prendre de tels produits toute leur vie. C'est pas possible. Donc, et les produits, et puis l'entraînement qui est derrière avec des charges monstrueuses. Pas tous, mais en tout cas, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y avait avant un aspect philosophique. D'ailleurs, tu sais, on appelait santé et sport, par exemple. Le magazine s'appelait Santé et sport. Vous allez dire ce que ça veut dire. C'était sur le bodybuilding. Ouais. Pleine forme. On associait la santé au bodybuilding. C'est-à-dire que on dit, pour la plupart des gens, être musclé, c'était synonyme de force, mais de santé. Maintenant, ça, on s'en fout. Il faut impressionner. Il faut que ça soit du domaine du spectacle, absolument, peu importe la santé. Voilà. Donc moi, maintenant, évidemment, j'ai 56 ans. Ce que je veux, c'est essayer de vivre comme tout le monde le plus longtemps possible et en forme. C'est ce qui m'intéresse. Donc, mon objectif, il est certes pas différent parce que je veux continuer à être un bodybuilder, mais ce que je veux surtout, c'est garder et être en forme.
en forme et pouvoir pratiquer le plus longtemps possible. 2 questions. Il y a, dans le podcast que j'ai fait avec Mousse, il parlait des périodes on et off, au niveau dopage. Je sais qu'à ton époque, pour avoir côtoyé énormément de personnes, maintenant rétrospectivement, puisque grâce à mon magazine, j'ai pu côtoyer tous ceux que j'admirais dans les magazines, ou au téléphone, ou en vidéo, ou sur place, donc t'imagines pour un fan comme moi. Et tous me disaient, de manière récurrente, le peu qu'ils prenaient, on va pas rentrer dans les détails, surtout pas faire l'apologie du dopage, mais ils me disaient surtout on prenait très très peu, on misait énormément sur l'entraînement, en ciblant bien sûr les meilleures techniques, enfin ce qui convenait le mieux, l'acharnement, bien sûr la motivation et la régularité. Et surtout ces périodes off. Aujourd'hui, il y a des périodes surtout on à longueur d'année, et c'est ça qui est dommageable pour la santé, au détriment de l'entraînement, qui parfois, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des poids très très lourds, mais des fois, on sait même plus s'ils savent réellement s'entraîner. On les voit sur des machines poussées comme ça. Exactement. Moi, je vois il m'est arrivé des fois de regarder des vidéos, je regarde 2 minutes parce que ça ne me présente aucun intérêt, où je vois des types qui font Olympia, tirer des charges, enfin, s'entraîner un peu n'importe comment. Je pense pas que les athlètes actuels s'entraînent plus longtemps, plus intensément que les athlètes des années 70, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi serait-il comme ça maintenant? Principalement, au-delà des compléments alimentaires, il y a énormément, bien sûr, la chimie, on en a parlé, et oui, j'y reviendrai pas, mais parle-nous justement de toi. Moi, quand je vois ton physique de l'époque, donc j'incruste encore les photos, certaines poses mimiques Arnold, hein, puisque tu étais tellement inspiré par lui, et je suis obligé de faire une pause et d'enchaîner sur Arnold. Allez, je reviens sur l'entraînement juste après. Pour tous ceux qui nous écoutent, tu as rencontré Arnold, et moi quand tu me l'as dit, et que je l'ai lu aussi dans les endroits où tu en as parlé, tu as passé une semaine avec lui, et tu t'es entraîné plusieurs fois avec lui. Tu imagines, pour le commun des mortels passionné de culturisme, le cadeau que ça pouvait être. Donc parle-nous de ça. Et moi je regarde bien tes yeux pétiller quand tu le dis. Ouais, non, évidemment, c'est un incontournable anecdote que je vais raconter brièvement. En effet, encore une fois, c'était au Praxitèle. Pierre Mazereau avait des liens avec Arnold, qui devait tourner Conan le Barbare, parce que ça se tournait en Espagne exactement. Et d'ailleurs, je devais avoir le rôle, je ne sais pas lequel, mais enfin, tout petit, peut-être même de figurant. Malheureusement, j'étais à l'armée à l'époque, j'étais à Ballard, et j'ai pas pu l'avoir. Mais bref, Pierre Mazereau m'annonce que Arnold va venir une semaine s'entraîner au Praxitèle. Alors là, évidemment, c'était un truc de fou pour moi et pour les autres d'ailleurs. Et donc, j'ai attendu sa venue. Je me souviens encore, comme j'ai raconté, dans le couloir. Et puis là, j'ai vu arriver ce grand type formidable, de charisme, sympa, très abordable. Et j'ai eu la chance, en effet, de m'entraîner à ses côtés. Nous avons échangé quelques brèves phrases, mais voilà. Et ça m'a marqué. J'avais 18 ans, hein, pile, parce que j'ai dansé la danse. J'avais juste 18 ans. Voilà. Donc, c'est une trace indélébile dans ma carrière de bodybuilder. Et quand tu partages ça avec lui, au-delà de tout ce qui est ancré dans ta mémoire, tu te souviens particulièrement d'un ou 2 exercices que vous avez pu faire ensemble, par exemple? Oui. Alors, c'est marrant parce que tu sais, comme on a tous des moments dans notre vie où ce sont des flashs comme ça. Oui, tout à fait. Je me souviens de faire des chin-ups avec lui. Et je le regarde, et à un moment, il fait ses chin-ups, il s'arrête, il fait un grand sourire, une grimace, et il reprend. Tu vois, la maîtrise, la puissance n'est rien sans contrôle. C'est Arnold, ça. Hein? Moi, ce petit jeuneau venu de nulle part, il fait ce cadeau de me faire un large sourire, c'est formidable. Alors, je me souviens qu'il y avait une machine à mollets debout. De les charger, mettre du monde dessus, j'imagine. Voilà, et il a demandé à un ami, un copain à moi, qui était très costaud, plus moi et une autre personne, de monter sur la machine. Alors évidemment, la grande rigolade. Il en jouait un peu, Arnold, aussi. J'imagine. C'est Arnold, voilà. Et toi, au niveau de l'entraînement, puisque au-delà d'avoir cette similitude au niveau esthétique, apparence générale avec Arnold, les trapèzes, j'en ai parlé dans la petite parenthèse de début d'entretien. Tu devais les bosser énormément, c'était un gros point fort chez toi. Une largeur, un énorme V aussi, on le voit dans tes poses donc de face, de dos, etc.
Est-ce que tu faisais les exercices de l'époque, tu sais, le briefing squat, ils appelaient ça, tu faisais du squat et t'enchaînais avec du pullover, ou beaucoup de chin-up, justement, enfin, tous les exercices avec poids et haltère, point barre, bien sûr, il y avait les poulies, mais quel était justement le pourcentage barre, haltère, poulie chez toi, et quel était l'exercice favori, ou les exercices, ou les groupes musculaires que tu appréciais le plus? C'est vrai qu'à l'époque, nous nous entraînions beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, si c'était à refaire, je pense que je vous prendrais peut-être différemment, j'en sais rien. Peut-être un peu moins pour la récup. Ouais. Voilà, on passait notre temps à la salle. Hein. Je me souviens que m'être entraîné, même avec Nubret, qui pouvait passer 4 heures. C'est la philosophie Nubret, voilà, et Arnold, hein, ça, c'est vrai. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Donc, à mon avis, on se surentraînait. Enfin, surtout moi, j'avais 18 ans, donc c'était trop. Et je m'en suis rendu compte trop tard. Mais en effet, on l'associait, comme tu dis, beaucoup de pullover. C'est un exercice qu'on ne voit pratiquement plus faire maintenant. D'où les cages très ouvertes, les bonnes cages d'expansion, surtout quand on le fait jeune. Voilà, et on faisait, je me souviens avoir fait une fois avec un athlète qui était un junior formidable, Frédéric Lagache, jusqu'à avoir fait 25-27 séries de squats. Un truc de fou. Ça servait certainement pas à grand chose, j'en sais rien, mais en tout cas, ça nous a épuisé. Donc, pour te dire que c'était des entraînements à rallonge, et en effet, on faisait des exercices qu'on a perdu de vue maintenant, comme le pullover, c'est vrai que beaucoup d'athlètes de l'époque avaient une cage. Une forte expansion thoracique, c'est vrai. C'était un de mes points forts. D'ailleurs, j'avais une largeur scapulaire vraiment importante. Voilà, très importante, et un développement thoracique qui était conséquent aussi. Au pullover, voilà, et aux exercices que je faisais. Quels étaient pour toi, avec tes yeux, c'est jamais facile quand on se regarde dans un miroir, mais quand on est culturiste, vous, les compétiteurs, on voit le moins de défauts. Quels étaient tes points forts, tes points faibles? Mes points faibles. Alors justement, j'essayais justement de ne pas en avoir. Voilà, mais alors, si tu devais améliorer encore certaines parties du corps, ça aurait été lesquelles? Alors, à l'époque, la poitrine n'était pas mon point fort. J'ai jamais eu des pectoraux très épais, contrairement à Arnold. Et puis, et des abdos avec une grande épaisseur. J'avais la chance d'avoir une taille très fine, des petits os, ce qui surprenait toujours Jean Texier, qui un jour m'avait mesuré le tour de mes os, parce qu'il disait, mais c'est incroyable, tu as des toutes petites attaches. Et c'est vrai que le fait d'avoir des petites attaches visuellement rend plus gros, visuellement. Voilà. Hein, donc ça, c'est un avantage. Voilà, donc j'avais une épaisseur de pectoraux qui était pas extraordinaire, et mes abdominaux n'étaient pas non plus, parce que aussi je ne bossais peut-être pas assez. Hein, voilà, quels exercices justement tu aimais le plus faire, ou tu avais le plus de sensations? J'aimais bien travailler les épaules, le développé militaire, j'aimais bien les squats aussi. Tu sais, j'ai vite compris qu'il fallait aimer son ennemi. Hein, c'est-à-dire que ce que je dis toujours ça aux jeunes, quand tu n'aimes pas faire les jambes, avec des squats, aime ton ennemi, c'est une phrase de la Bible. Hein, donc voilà, j'ai vite compris ça. C'est-à-dire que si quelque chose me déplaisait, c'est qu'il y avait une lacune, donc il fallait aimer tout. Donc franchement, je n'aimais pas de choses que je n'aimais pas. J'essayais d'apprécier chaque entraînement, et puis c'est vrai que c'était incroyable, mais même encore maintenant, mais je pensais déjà la veille à mon entraînement, j'étais déjà dedans, qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais sélectionner. Il y avait un investissement que j'ai toujours, mais mental, qui était énorme. C'est vrai que j'ai l'impression que l'on soit pratiquant lambda, mais très passionné, ou alors compétiteur, il y a le mot que tu as cité tout à l'heure, ça devient presque obsessionnel. Hein. Alors je ne sais pas si un jour des psychologues se pencheront exactement sur nos cas, mais je pense une espèce de quête peut-être éphémère, utopique, je ne sais pas, de la perfection, à nos yeux, hein, j'entends bien la perfection, ou tout simplement le renforcement de ce que la nature nous a donné, puisque si on est sur Terre et qu'on lutte du matin au soir contre la gravité, c'est parce qu'on a aussi ce squelette et ces muscles squelettiques. Donc on peut en faire quelque chose et on peut essayer de performer chacun dans son domaine. Aujourd'hui, dans la continuité, on te voit poster ces photos avec un physique quand même qui m'impressionne, moi, tu vois. Et tu m'as dit que tu pesais pas très lourd, pourtant. On n'est pas loin en termes de poids, mais parce que tu as une ossature très très fine, moi aussi. Moi, sur quelques photos aussi, j'arrive à donner l'impression que je suis balèze, alors que je ne suis pas du tout en ce moment, surtout en ce moment. Toi, par contre, tu es assez impressionnant.
Mais j'aimerais parler de quelque chose qui fâche. Il y a quelque chose que j'ai lu l'autre jour, j'aimerais que tu t'exprimes sur ça. Quelqu'un qui t'a critiqué, comme ça arrive souvent dans ce milieu-là, hein, parce que certains n'ont rien à faire que de regarder le moindre petit détail que je vais faire, tu vois, erroné, ou toi dans notre discussion, et vont rebondir sur ça. Alors, quelqu'un t'a critiqué en disant, 1, il retouche ses photos, 2, Michel, il se dope parce qu'on peut pas être comme ça à son âge. J'aimerais que tu répondes à tous ces détracteurs, à tous ces rageux. D'accord. Alors, donc pour le Photoshop, bon, en fait, c'était un petit rappel à l'ordre. Hein. J'ai pas été fâché plus que ça. J'imagine, mais c'est pour passer le message, en fait, tout simplement. Je voudrais que ça ne devienne pas non plus tabou de dire qu'on ne veut pas prendre des produits dopants. Il ne faudrait pas que ça marche dans le sens inverse. Oui, et sans croire que vous me crachez, ou que vous crachez dans la soupe, par exemple, parce que rien à voir du tout, chacun fait ce qu'il veut. C'est une question de choix. Voilà. Moi, j'ai fait le choix maintenant, depuis que j'ai arrêté les compétitions, de m'entraîner sans avoir de produits dopants. Voilà. Et ce qui m'intéresse même pas une régulation hormonale due à l'âge. Non, j'ai été carrément catégorique. Alors peut-être que quand j'aurai, si je suis toujours en vie, 70 ans, peut-être qu'un médecin me dira, bah écoute, c'est bien de prendre. Non. Mais pour l'instant, tu fais tout de manière naturelle, alimentation, complément, etc. Totalement naturel. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir jusqu'où je peux aller comme ça. C'est ce qu'on disait l'autre jour au téléphone. C'est vrai que de savoir ce qu'on est capable de faire naturellement, encore une fois, sans critiquer ceux qui le font avec des produits chimiques, mais arrivé à un certain âge, comme tu l'as dit, on vise la santé, la longévité. Eh ben, déjà, je te félicite. Et quel objectif tu te fixes là aujourd'hui ? Écoute, justement, j'ai pas d'objectif. Enfin, si j'en ai un, c'est d'aller le plus loin possible et d'aller le plus loin possible comme ça. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Parce que tu as progressé ces derniers temps. Hein. On voit que tout s'harmonise, tout se remet en place. Hein. Oui, parce que en plus, bon, comme toi, j'ai des enfants, ils ont grandi. Voilà, j'ai une capacité, j'ai une liberté maintenant pour m'entraîner plus présente. Et aussi, il y a un message derrière. C'est parmi tous ces gens qui s'entraînent, je sais qu'il y a une quantité qui veulent le pratiquer comme moi je le fais, c'est-à-dire en essayant de ne pas prendre de produits dopants. Si ces gens-là, ils m'entendent, ben c'est un message pour eux de dire, voyez, c'est possible, c'est possible. Alors, évidemment, on ne va pas se mentir, on ne va pas dire, je vais faire Olympia demain. Ça, c'est autre chose. Bien que maintenant, il y a des compétitions naturelles qui existent avec des contrôles très sérieux. Notamment, j'ai un ami, François Gay, qui a été Monsieur Olympia naturel. Je vais vous dire une chose, il y a quand même des contrôles qui vont de la prise de sang, détecteur de mensonges, analyse d'urine. Donc pour passer ça, c'est déjà plus compliqué. Alors il y a peu d'athlètes. Une anecdote d'ailleurs, c'est que Kay Green faisait Olympia dans cette fédération naturelle. C'est mon ami François Gay qui était sur scène avec lui. Il faisait à l'époque 94 kilos, il était formidable. Et il a passé le cap, il a voulu faire autre chose, et maintenant on connaît la suite. Hein. Donc il y a un monde qui se sépare ces deux catégories de gens, évidemment, qui prennent des produits ou pas. Mais je ne veux pas non plus, je veux être clair là-dessus. Voilà. C'est moi que ça regarde, c'est mon problème, mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai décidé de ne plus prendre de produits dopants. Voilà, ça fait maintenant 30 ans, je crois. Hein. Je me réentraîne dur depuis des années, mais il faut voir aussi derrière tout ce que j'y mets. Oui. Attention, impliqué énormément. En fait, je crois que je fais beaucoup de posts ces derniers jours, tu sais, sur la récupération, où je parle justement que la stimulation doit être toujours inférieure à la capacité de récupération. Quand on est naturel, moi je peux le dire, on ne peut pas me critiquer là-dessus, puisque je l'ai déjà dit, que ce soit mon physique, et puis je n'aurais aucun intérêt à dire que j'ai jamais pris quelque chose, enfin, si c'était pas le cas. Évidemment qu'il y a des gens qui ne jouent pas le jeu, on le sait. Exactement, mais bon, moi je crois qu'aujourd'hui, ceux qui nous suivent et ceux qui vont te découvrir, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, vont apprécier le personnage. Justement, moi qui ai des nuits très très courtes en ce moment avec les bébés, qui est surmené par le travail, enfin l'ensemble, je dois faire encore plus attention, et là tu vas te retrouver dans mes propos, au moindre moment de méditation, et j'enchaînerai après sur ça chez toi, de sophrologie, de récupération sur un petit fauteuil 5 minutes au soleil, tu vois, comme ça, dehors, pour essayer de récupérer. Une alimentation qui soit assez carrée, qui soit pas du tout inflammatoire, donc qui soit au contraire revitalisante. Donc je dis pas que c'est plus compliqué pour nous,
puisque j'enlève rien à ceux qui prennent des produits dopants. Mais pour nous, je pense qu'il y a encore plus de paramètres, de variables qu'il faut mettre bien en place si on veut arriver à faire quelque chose sans tomber dans le surentraînement. Exactement, la marge d'erreur, elle est moindre, évidemment. Si on veut vraiment avoir des résultats, on doit être extrêmement vigilant et carré dans beaucoup de choses. Voilà. C'est quand même, ça reste quand même une implication énorme. C'est pas parce qu'on décide de s'entraîner de manière naturelle. Et je dirais même le contraire. Au contraire, vous êtes obligé de faire encore plus attention à tout ce que vous mangez, aux suppléments, à tout ça. Ça demande une implication encore, un investissement encore plus grand. Mais nous, bout à bout, un petit peu ton quotidien, brièvement, c'est-à-dire que aujourd'hui, donc, de manière obsessionnelle, mais qui vise la longévité, tu continues cette passion et tu le prouves sur ton physique. Au niveau de l'alimentation, au niveau du repos, au niveau de la méditation, de la sophrologie, parce que je sais que tu es énormément investi dans tout ce qui est développement personnel, espèce de aussi coaching mental, hein, ce genre de choses. Parle-nous un petit peu de ça. Alors, je dirais même que parmi les éléments les plus importants qui sont l'entraînement, l'alimentation, le sommeil, ce que je mets au-dessus de tout ça, c'est évidemment le mental. Tout ça. D'ailleurs, Bernard Lambert, il était déjà pour quelque chose. Il était déjà très investi dans le mental. Mais depuis 30 ans, voilà, je me suis passionné pour le développement personnel par des auteurs différents. D'ailleurs, j'ai choisi quelques livres à côté de moi là, qui sont mes bibles. Et je pense que je vais résumer ça simplement. Nous devenons ce que nous pensons. Voilà. Hein, c'est une phrase que tout le monde connaît, évidemment, mais c'est une réalité. Donc, si vous pensez qu'il n'est pas possible d'avoir de résultats sans l'aide de produits chimiques, vous serez le résultat de ça. Et si vous pensez que c'est possible, vous en aurez des résultats. Vous en aurez, c'est certain. Et ça, je veux vraiment mettre un point d'honneur à ça. Il faut arrêter de te dire que le bodybuilding est indissociable des produits chimiques. C'est pour ça que toi et moi, on parle aussi beaucoup de culture physique, de l'entraînement poids et haltères aux résistances. En fait, il y a ça. Et après, il y a l'échelon supérieur, c'est on va sur une scène et on se confronte à d'autres compétiteurs. Mais bien avant, et comme dit Francis Benfato dans ses podcasts qu'il a fait avec moi, il dit 99% des gens qui nous écoutent, c'est ceux qui ne sont pas sur la scène de compétition. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, eux, comme moi, en regardant les magazines américains, etc., je me suis trop longtemps identifié à certains types d'entraînement qui étaient disproportionnés. Parce que, je n'avais peut-être pas leur génétique, 2, je n'avais peut-être pas les suppléments, entre guillemets, la chimie, etc. Et peut-être pas du tout les mêmes types de fibres musculaires ou les capacités neuronales, enfin l'impulsion électrique. Bref, il fallait individualiser dès l'époque. Et j'ai perdu tellement d'années à ne pas savoir ça qu'aujourd'hui, avec mon média, j'essaie de faire passer ça. Et à travers ces podcasts comme aujourd'hui, que c'est faisable, tout comme tu viens de le dire. Mais il faut vraiment s'y connaître. Hein. Et alors, pour s'y connaître, il y a des gens compétents pour ça. Il y a ce que toi et moi nous appelons. Alors, j'espère que les coachs ne vont pas m'en vouloir. Il y a beaucoup de très bons coachs en France à l'heure actuelle, jeunes ou moins jeunes. Mais il y a beaucoup de merde. Mais de merde, hein, des gens qui s'y connaissent pas du tout. Bien sûr. Qui n'ont rien fait, qui n'ont rien prouvé, qui ont passé des diplômes, qui aujourd'hui sont... Même le mot diplôme est galvaudé dans ce milieu-là. Parce que moi, je discute souvent, dans ces dernières années, avec des coachs, et je me dis, putain, mais... Alors, je suis quoi, moi? Super coach par rapport à eux? Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, allez, en toute humilité, je pense qu'il y a surtout des préparateurs physiques. Et aujourd'hui, je sais que tu viens de lancer ton site internet, donc j'en profite, hein, on n'en a pas parlé, mais je te mets une petite tartine. Je l'ai vu hier soir. Très beau, très sobre, tout comme toi, tout dans l'humilité. Et tu vas, je pense, conseiller des gens, et moi j'invite les gens à passer par toi, parce que toi tu es un préparateur physique, tu as l'expérience, tu as la longévité, tu as tout ton quotidien à l'actuel qui parle pour toi. Donc si vous avez des questions, il y a ton site internet que je mettrai en lien sous la vidéo. On retrouve tout sur ton Facebook aussi. Et c'est teamvigie aussi, je crois, .fr, hein, si je ne me trompe pas. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas à questionner quelqu'un qui fait partie de l'âge d'or du bodybuilding. Mais avant de continuer, de terminer bientôt sur ça, j'aimerais qu'on fasse un petit bond en arrière. Mais ça corrobore ce qu'on vient de dire à propos du dopage et du questionnement qu'on se fait
au bout d'un moment et qu'on se dit, bon, on va à droite, à gauche, quel chemin on emprunte? Et on assume nos choix. Hein. Mais toi, quand tu as arrêté tes compétitions, je sais très bien que tu as arrêté parce que tu voulais pas aller au-delà, franchir d'autres limites. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, bon, pour les jeunes qui ne connaissent pas l'historique, voilà, pourquoi j'ai arrêté un peu prématurément? Parce que je pense que j'avais les capacités d'aller beaucoup plus loin. Potentiel énorme. C'est d'avis des experts, en tout cas, dont Bernard Lambert, qui me voyait champion du monde. Je ne sais pas si je serais arrivé là, mais enfin, en tout cas, il le voyait. Voilà, il m'est arrivé une mésaventure avec le président de la Fédération des Époques en 1998. Voilà, où je dois à nouveau gagner ce titre. D'ailleurs, je suis normalement vainqueur, et je me retrouve relégué à la place du troisième. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Ouais. Vous nous excuserez, il y a encore ce petit bruit. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, il y a un bruit sifflant. Je ne sais pas si tu l'entends, Michel, toi de ton côté. Non, oui, déjà. Ok. Voilà, donc ça stoppe. Alors, donc je vais donc attaquer la fédération IFBB France en procès. Je vais gagner ce procès. D'ailleurs, je fais jurisprudence. J'ai même fait la page 2 de l'équipe. Je suis le seul bodybuilder à avoir lu la page 2 de l'équipe concernant cette affaire. Donc, qui va devenir l'affaire Vigier. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que peut-être que je peux remercier le président de la fédération de l'époque parce que, en effet, si j'avais continué la compétition pour un niveau international, j'avais déjà commencé à faire des compétitions internationales, peut-être j'aurais été obligé justement de franchir un cap supplémentaire au niveau du doping et peut-être que j'aurais mis ma santé en jeu, je n'en sais rien. Donc j'ai stoppé là ma carrière de bodybuilder avec évidemment beaucoup de regrets. J'étais détruit mentalement parce que toute ma vie j'avais rêvé de ça et là de ce coup je ne voulais plus. Donc j'ai arrêté totalement l'entraînement pendant 5 ans. Et tout ça pour dire que... Tu as eu une carrière de mannequin également, hein, mannequin. Enfin, tu as fait beaucoup de choses, hein, en fait. Hein. Là, j'incluse quelques photos au niveau mannequinat, tu passais bien. Hein. Oui, je suis parti en Italie, j'ai travaillé un petit peu à droite, à gauche en tant que mannequin, et là, c'était une nouvelle aventure qui commençait, parce que j'étais totalement inconnu dans ce milieu, mais je ne me suis pas trop mal débrouillé. J'ai dû évidemment perdre les 20 kilos que j'avais gagnés. Tu as été dans... Oui, tu les as repris par la suite. Tu as été dans Karaté Bushido, j'ai vu une photo hein, également. Il y a une photo que j'ai sur le côté que toi tu tiens, un cadre, c'était VSD aussi, je crois, c'est ça? Ah oui, mais ça c'était pendant ma carrière de mannequin, entre autres, parmi les couvertures que j'ai fait, j'en ai fait pas mal. À cette époque-là, où tu avais perdu, donc pas mal de poids, est-ce que tu t'entraînais quand même pour te maintenir à minima ou tu avais coupé complètement? J'avais coupé complètement. Je voulais vraiment, quand je voyais des gens que je pouvais connaître, je changeais de trottoir. J'avais vraiment une espèce d'overdose. Et puis, au terme de ces 5 années, je me suis dit, mon physique, ça n'allait pas, c'était pas à ma place. Donc, j'ai repris tout doucement à m'entraîner d'abord à la maison. Et puis, quand j'ai vu que tout revenait facilement, voilà. Après, j'ai eu la chance, on m'a demandé, j'ai eu un rôle au théâtre. J'ai joué au Palais de Chaillot sous la direction de Jérôme Savary pendant 2 ans pratiquement. Voilà, il avait besoin d'un type musclé, donc je me suis réentraîné et je me suis repiqué au jeu. Voilà comment ça s'est passé. Piqué au jeu, attention, hein, pas de mauvais jeu de mots. Hein. Voilà. Super, bravo. Je voudrais qu'on termine en parlant... puisque je crois qu'on a un petit peu tout évoqué, les fiches sont tellement grandes, regardez là ce que j'aurais voulu dire, donc j'ai dit on essaiera de refaire notre podcast, mais à quelques jours de Monsieur Olympia, tu disais tout à l'heure que tu es plus aussi passionné que ça par le niveau actuel, hein, bodybuilding actuel en tout cas. On a quand même un Français, Lionel Beyeke, qui malgré une masse, moi je le dis tout le temps, extraordinaire, présente des lignes harmonieuses, une taille minuscule, une taille de guêpe. Donc moi en fait je vais regarder Monsieur Olympia surtout pour lui, et pour faire le débrief qui va suivre avec Mousse El Bakouchi donc dans les jours qui vont suivre. Sinon, je te cache pas que moi non plus. En plus, déjà que j'ai des petites tenues à cause de mes jumeaux, j'ai pas envie de me taper Monsieur Olympia, ça m'attire plus en fait tout ça. Je préfère regarder plutôt les classiques physiques. J'ai parlé de Julien Qualirini en l'occurrence et de Stanislas Delongeau, 2 personnes que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse parce que j'y retrouve de l'esthétisme, tu vois, de la mise en avant et puis tout ce qu'on a cité autour en fait. Toi, tu penses quoi déjà d'Olympia 2017 ? Tu as un pronostic éventuellement pour peu que tu suives encore un tout petit peu ? Non, honnêtement, je suis vraiment de loin. Je me suis vraiment détaché
détaché du culturisme, du bodybuilding actuel. Évidemment, je connais les noms, j'ai quelques sur Internet, sur Facebook, je vois apparaître multiples champions. Alors, en sens inverse, si tu avais un souhait justement à formuler aujourd'hui pour que le bodybuilding, on n'a pas de machine à remonter le temps, mais si, alors plutôt autre chose. Allez, si toi tu avais une machine à remonter le temps, tu remonterais à quelle époque et tu côtoierais quel athlète parmi ceux qui t'ont inspiré ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, moi, j'ai apprécié le bodybuilding en compétition jusque le règne de Lianet. Voilà. Alors, après Lianet, pour moi, ça commence à partir dans tous les sens. Oui, voilà. Donc années 90, on approche après des années 2000. C'est-à-dire, bon, évidemment, des années 70 sans aucun problème, 80, l'âge d'or, quoi. Et puis, quand Lianet part de la compétition, pour moi, là, c'est le début de la fin. Voilà, pour moi, hein. Je parle pour moi. Hein. Ouais. Moi aussi, je sais que quand je parle de ça, beaucoup me disent, mais non, Eric, Dorian Yates, c'était encore autre chose, sa philosophie de l'entraînement, tu sais, Arthur Jones, les frères Munzer, etc. Ok. Mais je trouve quand même qu'on est passé déjà à un niveau vraiment au-dessus. Après, encore au-dessus, avec Ronnie Coleman. C'est quelque chose de très différent quand Dorian Yates arrive. D'ailleurs, c'est l'époque où j'arrête. Et quand je reviens, je renoue avec le milieu du bodybuilding et je vois tous ces athlètes, là je suis perdu, quoi. Je dis qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les Labrada, Bob Paris, tous ces types-là? Voilà, c'est fini. C'est fini, à part quelques athlètes en cherchant bien, il y en a quand même des formidables. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas formidables, mais en tout cas, ils ne correspondent pas à l'image que toi tu avais ou tu te faisais du culturisme. Je n'ai pas la chair de poule quand je regarde ces bodybuilders. C'est réciproque, malgré tout le respect que je leur dois, parce qu'on m'a critiqué, moi aussi, tu sais, on me critique rarement, mais c'est arrivé, ça s'appelle d'hypocrite. On m'a dit que j'étais ambigu parce que d'un côté, je faisais de la prévention et de l'autre côté, j'admirais. Je suis peut-être ambigu. C'est vrai que j'aime encore certains physiques de haut niveau, j'ai parlé de Beyeke, mais je n'adhère pas à ce qu'il faut faire pour ça, mais pour moi, ou pour les jeunes pour lesquels je verrais peut-être leur santé se détériorer avec les années, et encore que peut-être je me trompe, hein, mais quoi qu'il en soit, cette ambiguïté, je l'ai peut-être, mais parce que je suis un passionné au fond de moi, mais tout comme toi, je me détache progressivement, et j'espère qu'avec le magazine, parce qu'il a quand même un certain poids aujourd'hui, tu vois, après 4 années d'existence, et presque 5000 pages d'effectuées, je reçois énormément de messages de jeunes, et je pense que toi aussi, qui me disent bravo, 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 et bravo pour ce message récurrent du old school, des valeurs, de la motivation, du plaisir à l'entraînement. Pour moi, il n'y a pas que la chimie. Pour moi, tu vois, j'ai envie, là, tout à l'heure, dès que j'ai fini notre interview et tout ce que je vais y mettre comme illustration, si le bébé me laisse donc m'entraîner, ne serait-ce que me faire un quart d'heure, une demi-heure d'entraînement, j'ai tout sur place, on voit un petit peu derrière, et puis j'ai sur la terrasse, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ça fait partie de notre quotidien, comme on respire, comme on boit, comme on mange. Et pour moi, voilà, ça prend le dessus sur tout, en fait. Alors, ce que tu disais aussi à propos de cette jeune génération qui s'entraîne, je suis même très étonné, et j'ai vu qu'en fait, il y avait un grand intérêt pour les jeunes du bodybuilding old school. Oui. Ça me fait très plaisir, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils sont tous tournés vers le bodybuilding actuel. Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Il y a un gros potentiel de gens qui aiment les culturistes des années 70, 80. Et ça me fait chaud au cœur. Et si on peut les aider dans cette voie, on va le faire. Ah, totalement. Et je suis sûr que ceux qui vont découvrir parmi les plus jeunes, donc qui n'ont pas connu l'époque Ben Fato, Lambert et toute l'équipe que je citais, Vigier bien évidemment, ils vont se dire... Allez, je vais sur Google, je tape Michel Vigier, je vais sur Facebook, je tape Michel Vigier, tu vas recevoir, je pense, des amis et des demandes d'amis supplémentaires. Ils vont se pencher sur tes photos, ils vont dire, ah ouais, c'est vrai, en effet, hein, le look Arnold, il avait, l'état d'esprit. Quand ils vont voir qui tu as côtoyé aussi, ils vont se dire, bon, c'est un gars qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui prône le bodybuilding, le culturisme tel que il a été à son apogée dans les années donc 60, 70, 80, peut-être 90. Est-ce qu'on peut y retourner? Ben moi je dis oui, tout comme toi. Si tous ensemble on fait quelque chose, je vais encore citer, allez tiens, mon ami Hervé Coste. Je le cite souvent dans les posts parce qu'il écrit des choses sympas sur son Facebook. Il dit, c'est à nous les athlètes de ne pas cautionner en fait. Si vous n'allez pas sur les scènes de compétition, les organisateurs, que ce soit au niveau régional, national, après peut-être un jour international, je ne sais pas ce que ça peut donner.
il faut y croire. Tu disais tout à l'heure toi-même, si au niveau mental les gens n'y croient pas, ça se fera pas. Comme je te disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça devienne tabou dans le sens inverse. Exactement, je ne dis pas de boycotter, hein. Je dis, mais par contre, allez voir les organisations, allez voir les fédérations, allez voir les associations, et demandez des critères un peu plus humains, rapport taille-poids, enfin ce qui se fait déjà un petit peu, tu vois. Tiens, il y a Karen Félix l'autre jour qui a fait un post aussi un peu incendiaire, parce qu'il n'y a pas eu de posing pour certaines catégories. C'est pas normal. C'est quoi ce sport? C'est l'esthétisme avant tout. Si tu peux pas montrer ton physique autre que sur les poses imposées, pour moi, c'est pas intéressant. Même le spectateur, il est... Oui, je t'en prie. Le spectateur, il faut savoir qu'à l'époque, la partie spectacle, c'était celle-là. C'était le posing libre. C'était là où le public se régalait, parce que c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Donc, un petit retour en arrière. Il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Donc, nostalgie, je disais tout à l'heure, ou objectivité. À tous ceux qui nous écoutent, qu'ils fassent leur propre opinion, qu'ils n'hésitent pas à intervenir sous cette vidéo, parce qu'un peu partout sur les réseaux, j'ai un peu de mal en ce moment. Il y a eu énormément de mails, de contacts suite aux vidéos précédentes. J'espère que cette vidéo va plaire à tous ceux qui ont participé. Un dernier mot, Michel, sur ce que l'on a dit, sur ce que tu voudrais dire, sur un éventuel podcast qu'on refera si on a, parce qu'on n'a bien sûr pas pu tout aborder. Un dernier mot peut-être. Moi, je vais dire, voilà, croyez, c'est un sport formidable. Croyez en vous d'abord, en vous-même, à vos capacités. C'est le message vraiment que je voudrais dire. Hein, voilà, les produits, tout ça, c'est bien. On en a parlé, on va pas revenir là-dessus. Moi, c'est un message quand même que je veux adresser aux jeunes, hein, parce que moi, j'en ai 56. Bon, maintenant, c'est derrière moi, hein, la carte pour les compétitions, en tout cas, à moins que, on ne sait jamais. J'ai pas dit mon dernier mot, mais c'est ça, c'est croyez d'abord en vous, en vos capacités. Vous avez beaucoup plus de réserves que vous ne le croyez, mais ça se passe là-dedans. Ça se passe là-dedans. Voilà. Et après, il faut s'entraîner intelligemment, évidemment. Moi, je bois tes paroles, et je dirais même que tout à l'heure, j'ai parlé de préparateurs physiques. Qu'ils s'orientent vers des préparateurs physiques s'ils ont besoin, je dis tout le temps, d'un coup de main, de quelques connaissances qu'ils ne pourraient pas avoir de leur propre chef parce que peut-être ils ont un métier qui les accapare, ils n'ont pas le temps de bouquiner, de regarder Internet, il y a des choses intéressantes aussi à récupérer sur Internet. La motivation, c'est important, un préparateur physique, le côté mental, tu en parles et je pense que tu pourras apporter beaucoup de choses à ceux que tu suivras. Je pense que, à part ça, il faut faire un travail sur soi. Comme tu l'as dit également, il faut non seulement croire en soi, mais si on a un peu de temps à accorder à ce sport, il nous renvoie en termes d'investissement ce qu'on lui donne. Moi, je sais qu'aujourd'hui, sans m'entraîner, j'arrive à maintenir un physique correct. J'ai à peine repris maintenant après 6 mois où j'ai rien fait du tout parce que je dormais pas assez, tu le sais, avec mes bébés. Je me dis, en peu de temps de récupérer, tenir bon malgré mon rythme de vie qui est assez effréné, c'est grâce à ce sport. Et j'espère moi aussi durer le plus longtemps possible. Et je souhaite à tout le monde de le pratiquer dans le cadre que nous, on a limité. Après, chacun fait ce qu'il veut encore une fois, à leur risque et péril. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu, vous qui nous écoutez. Merci à tous de nous suivre et surtout d'avoir énormément contribué au succès des dernières vidéos. Partagez massivement ce podcast avec Michel Vigier. Moi, ça me ferait plaisir parce qu'on y dit des choses, je pense, intéressantes, mais de bon sens et de prévention également. Michel, je pense qu'il a énormément à apporter à toute une nouvelle génération. Donc ceux qui aiment le old school, allez contacter Michel et n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus sous la vidéo. Michel, je te remercie encore chaleureusement, vraiment d'avoir participé, de t'être débloqué tous les deux. On a réussi à s'organiser ce podcast, mais je suis sûr qu'il va en avoir d'autres, peut-être même avec d'autres personnalités du milieu, tu sais, qui aiment bien. On me demande des podcasts croisés entre personnalités, j'aimerais bien. Oui, bah écoute, tout le plaisir est pour moi et je suis dispo quand tu veux pour les autres, pour les gens aussi qui s'intéressent à... C'est parfait. Merci encore. Tu nous montres ton t-shirt? Oh, allez. Voilà, le méga biceps, le mien aussi, voilà. Et le t-shirt Michel Vigier, donc le site internet teamvigier.fr. Donc allez regarder. Voilà, il y a tout un historique old school et toute une vision, voilà, qu'est Michel aujourd'hui. Certainement une vision un peu différente de ce qu'on connaît maintenant. Oui, mais pour avoir justement une pensée incluante, il faut aller voir ton site et non pas excluante, dire il n'y a que ça. Il faut vraiment y avoir une ouverture d'esprit et je pense que toi, tu peux vraiment les aider pour ça.
c'est une très bonne phrase de fin. Il n'y a rien à rajouter. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Merci encore Michel et je te dis à très très bientôt en tout cas. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao. Je te retrouve juste pour une petite aparté parce qu'on a eu une petite coupure. Après, on a terminé quand même le podcast parce qu'on avait débordé en temps. Mais je voulais vraiment que tu redises une dernière chose sur 2 points. Le premier, c'est, on a parlé tout à l'heure de la culture physique comme remède anti-âge. Donc, tu en es la preuve. Un petit mot sur ça d'abord? Oui, je pense que s'il y a un moyen de ralentir les effets du temps, je dirais même que moi je vis un peu hors temps en fait. Je suis là, point barre. Je n'ai pas de ni avant ni après. Voilà. Sur la carte d'identité, il faut bien mettre quelque chose. Dans l'espace-temps, on a bien besoin de la montre pour se donner rendez-vous, pour quelque chose. Mais en fait, je vis hors temps. Voilà. Hein, ça, c'est une première chose. Et en effet, quoi de mieux que de s'entraîner pour régénérer le corps, le mental, tout. Il y a rien. Si vous lisez tous les articles actuels du New York Times, des magazines américains, français sur la santé, la première chose qui vient, c'est le sport. Évidemment, bien pratiqué. Parce que le sport peut être mal pratiqué, on peut aussi se blesser, se faire du mal. Dans le respect de son intégrité physique, musculaire, tendineuse, osseuse, etc. Pour aider justement ton corps à performer quand on a 56 ans, au niveau alimentation d'abord dans un premier temps, est-ce que tu as une consommation protéique très élevée? Elle est diversifiée? Comment tu fais au quotidien? Oui, j'ai une alimentation protéique assez élevée, c'est certain. Je ne parle pas des suppléments, hein, ça c'est autre chose. D'ailleurs, j'en profite pour remercier oui, je t'en prie. Power et Martial Hulst qui m'aident dans mon entreprise de gain de muscles depuis de nombreuses années maintenant. Vraiment un grand merci à lui parce qu'il me soutient et c'est un sponsor vraiment formidable. Ça, c'était le message est passé et je mettrai son lien aussi sous la vidéo comme ça. Voilà. Et au niveau alimentaire, donc protéique, bien sûr en conséquence par rapport à ton gabarit. Au niveau glucides, parce que les gens aujourd'hui focalisent beaucoup sur, enfin maintenant un petit peu moins, sur les macronutriments, tu sais, protéines, glucides, lipides. Mais il faut parler de l'importance des micronutriments. Hein. Et aujourd'hui, malheureusement, les micronutriments, on les a pas dans les boîtes de conserve, tu sais, d'ananas ou quoi que ce soit. Il faut quand même consommer pas mal de fruits et légumes. Tu en consommes aussi? Ah oui, non, bien sûr, c'est une. Ah oui, il n'y a pas un repas où je n'inclus pas des légumes. Alors, donc, du lundi au dimanche, j'ai une organisation différente chaque jour qui me correspond à mon âge et au résultat que je veux. Hein, c'est-à-dire que pour les glucides, je mets pas forcément de glucides à chaque repas. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué. Ils t'interrogeront sur ça. Pardon ? Ceux qui nous écoutent t'interrogeront sur ça si ça les intéresse. Tout à fait. Voilà. Mais ça, c'est pareil. C'est ce qui me correspond à moi, l'état dans lequel je suis, à mon âge, à mon poids. On ne peut pas donner ce genre de conseils pour tout le monde. Sinon, on serait tous logés à la même ancienne, on mangerait tous la même chose. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est du cas par cas, évidemment. Hein. Et c'est très bien de le préciser parce qu'aujourd'hui, on n'a que du copier-coller, tu vois. Exactement, bien sûr. Je vous fais une petite feuille, je vous marque ce que vous allez la mettre et hop, vous avez un programme. Non, c'est pas comme ça que ça se passe du tout, évidemment. Donc voilà. Mais en tout cas, l'importance évidemment des fruits et des légumes, enfin surtout des légumes, parce que les fruits, il ne faut pas en abuser, ça dépend à quel moment. Bien sûr. C'est sûr que c'est une des bases. Malheureusement, c'est vrai que la qualité des produits actuels, on n'est plus dans les années 50, 40, enfin, ils avaient d'autres problèmes, que l'importance des légumes, sur la qualité en tout cas, mais c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier, ça c'est important. L'alimentation reste le pilier aussi de l'entraînement de qualité. Hein. Donc tu as bien dit entraînement de qualité, alimentation de qualité, supplémentation. On avait parlé du mental. Donc pour terminer, je veux juste une petite parenthèse sur le sommeil. Le sommeil, donc phase primordiale pour la régénération de toutes nos cellules et de nos cellules bien sûr musculaires pour lesquelles on crée des dommages à l'entraînement. Tu dors combien d'heures de sommeil environ? Alors, je ne dors pas tant que ça, enfin, tout est relatif hein, évidemment, mais j'essaie d'avoir un minimum de 6h30 à 8h de sommeil. Et tu fonctionnes bien avec minimum 6h30? Sinon, ça serait 7, 8, peut-être.
bah, 7-8, ça serait formidable. Oui, quand on peut le faire. Quand on peut le faire, voilà, comme tout le monde, il y a le travail, il y a les choses, il y a les entreprises, il y a tout à gérer, voilà. Alors, juste une petite chose, oui. Voilà, tout à l'heure, j'ai parlé de livres, voilà, juste pour les gens que ça intéresse, je vais vous montrer 2-3 petits bouquins. Wayne Dyer, il est très connu, ça s'appelle Le pouvoir de l'intention. Et là, un petit peu plus haut. Voilà. Le pouvoir de l'intention, ça se résume dans le titre, c'est-à-dire que ce que je disais, vous allez devenir ce sur quoi vous êtes branché. Et je sais que dans notre sport, l'intention on l'a, mais il faut vraiment le vouloir et il faut le pouvoir. Et les gens disent toujours, tu sais, je rabâche parfois, mais certains disent quand on veut, on peut. Oui, il y a aussi quand on peut, on veut. Quand on est capable physiquement, psychologiquement. Et donc les deux sont imbriqués, intimement liés. Donc c'est parfait, je pense, pour terminer ce podcast, refaire une conclusion parce que vous avez vu, vous ne nous avez pas encore demandé la suite que des gens vous l'a donné. Donc encore une fois, voilà, je voulais faire cette parenthèse sur vraiment la qualité d'entraînement et ton alimentation et supplémentation. Donc merci pour ce petit rajout, Michel. Et je te dis surtout à très très vite pour un prochain podcast, puisque ils vont nous le dire, je pense, sous la vidéo s'ils le veulent, le prochain podcast, ok? J'espère. On fait comme ça, un maximum de partage. Merci encore, comme ça tu peux aller vaquer à tes occupations moi aussi. Je te dis à très bientôt, Michel. Merci encore. Ciao, ciao. Au revoir.